Victor Hugo fait paraître en 1874, 3 ans à peine après la Commune de Paris, le roman 93, prenant alors pour décor les années terribles de la Révolution française. Plus court et plus énergique que ses grandes fresques historiques précédentes, le roman met en scène toute l'ambivalence de la Révolution. La morale y est inclassable, comme si les convictions étaient inutiles parce que la Révolution était nécessaire. J'évoquerai seulement ici les 3 principaux personnages tragiques du roman. Le marquis de Lantenac, qui incarne l'Ancien Régime et la contre-révolution. Gauvin, neveu du marquis, mais viscéralement engagé dans les combats et les engagements révolutionnaires. Et Simourdin, le précepteur de Gauvin, qui est responsable de l'engagement républicain de son pupille. Simourdin est l'idéologue jacobin, révolutionnaire incorruptible, alors que Gauvin retient de la République la fraternité et l'égalité, plus forte à ses yeux que tout autre principe révolutionnaire. Dans le court passage du roman que je citerai ici, Gauvin est incarcéré et il attend son exécution, tandis que Simourdin, qu'il a toujours considéré comme son fils, est à ses côtés, martial et inflexible. Les deux discutent de la révolution qu'ils croient servir tous les deux, mais ils opposent leurs visions. Le dialogue qui suit concerne le statut de la citoyenne. Gauvin reprit. « Et la femme, qu'en faites-vous » Simourdin répondit « Ce qu'elle est, la servante de l'homme. » « Oui, à une condition. »« Laquelle ?»« C'est que l'homme sera le serviteur de la femme. »« Y penses-tu » s'écria Simourdin. « L'homme serviteur, jamais. L'homme est maître. Je n'admets qu'une royauté, celle du foyer. L'homme, chez lui, est roi. »« Oui, à une condition. »« Laquelle ?»« C'est que la femme y sera reine. C'est-à-dire que tu veux pour l'homme et pour la femme l'égalité. »« L'égalité, y songes-tu ? Les deux êtres sont divers. »« J'ai dit l'égalité, je n'ai pas dit l'identité. » Victor Hugo réclame ici, presque un siècle après la Révolution française, une égalité moderne pour l'homme et la femme. Cette égalité, elle est encore révolutionnaire en 1874. La révolution de la fin du XVIIIe siècle ne l'a pas réalisée. Pourtant, l'échange in extremis de Simourdin et Gauvin met en scène une question posée dès les premiers temps de la Révolution. Projet d'émancipation universelle, la Révolution française, pourtant, n'est pas à un paradoxe près. Les femmes continuent d'y être très largement pensées dans le cadre d'une dimension sexuée du pouvoir. L'historiographie, en outre, répète le même point aveugle. Pendant 2 siècles, l'histoire de la Révolution fut une histoire masculine, écrite par des historiens, où la femme est un sursaut sans réellement être une actrice des événements. En effet, si la Révolution libère des prétentions et des ambitions longtemps frustrées, celles-ci se sont longtemps heurtées à l'éternelle justification de la tradition. Tout au long du XVIIIe siècle, le rôle classique de la femme était encore envisagé dans le cercle étroit de la famille, alors que la parole féminine débordait rarement le cercle d'une société littéraire et scientifique. Les premières années de la Révolution sont prisonnières de ce cadre hérité des Lumières. L'histoire, comme elle le fait si souvent, n'a longtemps retenu que des exceptions. Or, toutes les femmes des Lumières ne furent pas salonnières, et le XVIIIe siècle ne fut pas un siècle de libération, tant s'en faut. Il ne suffit pas de Madame de Genlis, de Madame du Châtelet ou de Madame de Staël pour fonder une société féministe, libérée, égalitaire. La femme ne conquit pas vraiment d'autonomie sociale ni juridique au cours du XVIIIe siècle. On en parla, on l'étudia beaucoup, mais on ne lui donna pas la parole, du moins pas largement. La femme demeurait ce que la chrétienté avait fait d'elle, une reproductrice. Il suffit de traverser l'encyclopédie pour s'en convaincre. La femme pouvait y revendiquer son importance sociale parce qu'elle jouait un rôle fondamental dans la reproduction de l'espèce. La femme chez Jean-Jacques Rousseau, l'une des figures tutélaires des révolutionnaires, n'est pas différente. Elle est incitée à la discrétion, à se tenir en retrait. Rousseau, philosophe de la nature et du contrat social, reproduit ainsi la dépendance totale de la femme à l'égard de l'homme, dont elle ne peut être que la protectrice et la servante. Dans des cadres et des contextes culturels différents, bien sûr, ces conditions d'existence des femmes sont à peu près les mêmes dans toute l'Europe des Lumières. La société des Lumières, en France tout particulièrement, demeure une société de privilèges. Or, et c'est ici fondamental, les femmes ne forment pas un groupe constitué comme les protestants, les juifs, les noirs des îles ou quelque autre corps tenu en minorité,
que l'on exclut ou réintègre par décret. Nul besoin d'ordonner l'exclusion des femmes pour qu'elles soient, de fait, mises à l'écart. En revanche, la Révolution, en revendiquant des droits universels, en émancipant les Juifs en 1791, en prononçant l'abolition de l'esclavage en 1794 et en uniformisant la législation, rend l'exclusion des femmes plus visible. À l'égard des femmes, la Révolution ne crée pas l'exclusion, elle la révèle. L'expérience juridique de la Révolution française, c'est les droits de l'homme, tout comme l'expérience haïtienne dans la Révolution française, prouve que la soumission à un ordre sociopolitique injuste n'est pas une fatalité. En accordant l'exercice des droits politiques aux seuls hommes, les révolutionnaires ont introduit une nouvelle inégalité. Mais en affirmant le principe fondateur d'égalité, ils ont rendu l'injustice plus flagrante et donné des armes pour la combattre. Les femmes, comme les protestants, les juifs, les hommes de couleur et les hommes dépourvus de biens fonciers, acquièrent tous une compréhension neuve de leur propre situation et agissent en conséquence. Depuis les années 1980 surtout, la recherche s'est plus largement intéressée à deux types de discours pour comprendre les femmes en révolution. D'abord, le discours féministe, celui qui défend principalement les droits politiques des femmes. C'est le fait non seulement de femmes, comme Olympe de Gouges ou Pauline Léon, mais encore de quelques hommes tels que Condorcet, Grégoire ou Villette, qui plaident pour un traitement égalitaire des femmes en politique. Ensuite, le discours féminin, c'est-à-dire le discours que tiennent les femmes lorsqu'elles prennent elles-mêmes la parole dans l'espace public politique. Ces discours émanent des seules femmes et expriment non seulement la revendication d'égalité, mais encore leur volonté de participer au changement en cours. Ces deux types de discours nous ramènent presque toujours à des figures féminines fortes, dont on a pu garder les textes ou qui, chez les révolutionnaires eux-mêmes, retenaient l'attention par leur marginalité, certains diraient plutôt leur radicalité. En s'intéressant, à juste titre, aux héroïnes de la Révolution, l'historiographie a ainsi fait valoir l'exclusion des femmes du régime représentatif. Et pour cause, puisque la question du droit de cité des femmes, certes parfois débattue, ne suscite pas l'enthousiasme chez les députés. Bien sûr, Condorcet déclare en juillet 1790 « Il serait difficile de prouver que les femmes sont incapables d'exercer les droits de cité. Pourquoi des êtres exposés à des grossesses et à des indispositions passagères ne pourraient-ils exercer des droits dont on n'a jamais imaginé de priver les gens qui ont la goutte tous les hivers et qui s'enrhument aisément ?» Mais l'argument ne porte pas. Interrogée en premier lieu par les historiennes nord-américaines de la gender history, la grande question historiographique a été celle du refus des droits des femmes, qui va de la privation du droit de vote à l'interdiction de défendre la nation de l'armée, le 30 avril 1793, et à la fermeture des clubs féminins, le 30 octobre 1793. La Révolution, et notamment sous la Convention, est alors considérée comme la défaite historique des femmes, où chaque revendication aurait été accueillie par un refus cinglant, au nom d'une révolution franche, vertueuse et virile. Or, les recherches actuelles révèlent une réalité beaucoup plus nuancée. Elles permettent en effet de comprendre l'action féminine intégrée dans le mouvement général, et nous invitent surtout à interroger des pratiques politiques différentes, parfois proprement féminines. Comment peut-on écrire aujourd'hui la participation politique des femmes sous la Révolution? Certaines femmes, on le sait, prirent d'assaut le laboratoire révolutionnaire et firent des propositions fortes, radicales pour beaucoup d'observateurs. En mai 1793, les citoyennes républicaines annonçaient qu'elles voulaient former des compagnies d'Amazones, et Pauline Léon associait sans détour protestation féministe et mots d'ordre insurrectionnel. Féminisme et insurrection étant alors des complices naturels, indispensables même. « Il est temps, dit Pauline Léon, que vous ne voyez plus en nous des femmes serviles, des animaux domestiques. » Quand on a la tête dans les archives, on observe aisément, en effet, que la présence politique des femmes est réelle et omniprésente. Discrète, certes, mais seulement parce qu'elle est anonyme. Et elle est anonyme parce qu'elle est collective. Les femmes exercent un pouvoir concret, peut-être même plus que Théroigne de Méricourt ou Claire Lacombe. À l'ombre des hommes dans les clubs ou à l'Assemblée, elles apparaissent de façon plus évidente sur la scène immédiate de la vie sociale et politique. Au quotidien, elles animent la vie de la communauté. Parfois, elles prennent la tête des soulèvements,
ce qui les révèle brusquement aux autorités étonnées. On les retrouve dans les émeutes où elles assurent un rôle actif. Une émeute où apparaissent des femmes, surtout si des enfants les accompagnent, est une émeute justifiée. Lorsque la nécessité force la femme à travailler hors du foyer ou à réclamer violemment du pain pour ses enfants, sa présence atteste de la légitimité de la révolte, de la réalité et de la gravité de la souffrance. C'était le cas lors des émeutes frumentaires sous l'Ancien Régime, et ça le reste sous la Révolution. Les femmes marchaient, pétitionnaient, cachaient les prêtres ou les dénonçaient, participaient aux contestations des propriétés, divorçaient. De mille façons et par des millions d'actes individuels, elles prouvaient que le pouvoir réel venait d'en bas, c'est-à-dire qu'il était juste une forme d'acte politique parmi d'autres, et que la Révolution était l'apprentissage d'une démocratie large et diffuse, et non simplement le prolongement inattendu d'un pouvoir absolu centralisé. Il s'agit d'un pouvoir saisi et remodelé par des millions d'individus, parfois par leur action individuelle, mais le plus souvent par leur action collective. Dans le camp révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, les engagements féminins ont été réguliers, constants, nombreux, déterminants, que ce soit en juin 92, au printemps 95 et dans les résistances à la Révolution de 1791 à 1793. L'ouverture de l'espace public aux femmes est une réalité pendant la période, même si la fermeture est nette après l'automne 93. Encore aujourd'hui, une conscience politique est acquise et revendiquée quand elle se fonde sur une demande d'explication. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Pourquoi que vous? Pourquoi les femmes ne tiennent pas le droit de vote? Pourquoi n'ont-elles jamais obtenu le droit de participer aux élections? Or, pendant la Révolution, les femmes ont aussi agi avec les hommes, sans nécessairement revendiquer un droit pour soi, mais simplement et bruyamment pour se battre pleinement, concrètement, dans ce qui fut, ne l'oublions jamais, une guerre civile. Elles se savaient citoyennes même si elles n'avaient pas le droit à la tribune, parce que c'est la cité, le bien public, la famille, un peuple nouveau qu'elles défendaient. Il est important de ne pas oublier que la législation révolutionnaire a modifié le statut civil et familial des femmes. Des mineurs juridiques de l'Ancien Régime, elle a fait des individus majeurs possédant pleine capacité juridique, a instauré l'égalité successorale et même le divorce, donnant aux Françaises le statut le plus progressiste d'Europe, ce qui fut d'ailleurs dénoncé avec vigueur par des théoriciens de la contre-révolution. Du reste, la libéralisation du mariage est moins portée par un discours féministe qu'individualiste, et c'est en particulier en raison des bénéfices inattendus que les femmes ont retirés du divorce que cette forme-là a disparu du droit civil après Thermidor, et surtout avec Bonaparte. En guise de conclusion, je rappellerai 3 points fondamentaux pour notre cours. D'abord, la Révolution est une opportunité générale d'émancipation que les femmes vont saisir en investissant pleinement l'espace politique. Deuxièmement, si certaines grandes figures de femmes se distinguent par leurs discours et leurs actions, ce sont peut-être les femmes anonymes, celles dont il faut encore écrire l'histoire, qui sont vraiment déterminantes pour la circulation des idées révolutionnaires et l'organisation des mobilisations et des actions collectives en révolution ou en contre-révolution. Troisièmement, enfin, la recherche en histoire des femmes pour la fin du XVIIIe siècle est aujourd'hui plus dynamique que jamais, mais les archives ont encore des mondes à révéler. L'histoire n'attend que ses historiennes et ses historiens.